L'Afrique doit s'unir, c'est le mot d'ordre lancé par Kwame Nkrumah lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Africa Radio revisite avec vous l'histoire du panafricanisme à la lumière de l'actualité. Avec nous, Hamzat Boukari Yabara, bonjour. Bonjour Nadir, merci donc à Africa Radio de m'accueillir dans les studios pour cette série d'émissions sur le panafricanisme. Vous êtes historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous évoquerons ensemble durant cet été les racines historiques du panafricanisme, qui sont les grands panafricains, et le panafricanisme aujourd'hui à la lumière de l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'au 4 septembre prochain. Hamzat Boukari Yabara, vous dites tout d'abord en introduction de votre livre que le panafricanisme est une énigme historique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le panafricanisme est un mouvement assez complexe qui s'est recyclé en fonction des défis auxquels il était confronté. Donc la question de la lutte contre l'esclavage, puis le projet du retour en Afrique, puis la lutte contre le colonialisme. Et aujourd'hui, toutes les tentatives d'unification du continent africain qui font l'actualité politique à la fois du continent africain, mais également des relations internationales. Donc comment penser de manière simple, de manière systémique, cette longue histoire qui s'étend sur plus de 2 siècles et qui relie aussi plusieurs continents, donc l'Afrique, les Amériques et l'Europe, dans une sorte de système-monde pour lequel on n'a pas énormément, je dirais, d'éléments historiographiques. Donc tout l'enjeu, en fait, c'est de partir à la recherche des racines de l'histoire du panafricanisme et donc comprendre justement l'actualité. C'est en ça que c'est une énigme, c'est un peu une enquête de partir sur les traces de ces différents personnages. Alors il n'y a pas qu'un seul panafricanisme, il y a des panafricanismes en fait. Il y a effectivement des panafricanismes qui vont, je dirais, épouser différentes causes, différents combats et différentes géographies. Donc c'est une histoire qui va nous mener sur différents territoires, qui va suivre des personnages qui ont également relié ces territoires les uns aux autres et qui forment, je dirais, un ensemble de systèmes politiques, idéologiques, mais également culturels. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est-à-dire que le panafricanisme se décline sur différents niveaux, sur différentes échelles et à travers également différentes trajectoires biographiques, comme nous le verrons par la suite. Alors, quelle est pour vous la définition correcte, acceptable du panafricanisme ? Alors, je dirais que le panafricanisme est un mouvement de libération, donc bien évidemment par rapport à l'esclavage puis au colonialisme, un mouvement d'émancipation, donc comment on gagne son indépendance et son autonomie, et enfin un mouvement de réconciliation, donc comment réconcilier cette diaspora qui a été arrachée du continent africain avec ceux qui sont restés sur le continent africain, et comment faire de cette réconciliation des enfants déportés et des enfants restés sur le sol africain un outil pour réconcilier tout simplement l'Afrique avec le reste du monde. Est-ce que le point de départ pour vous, c'est le racisme qui se développe à partir du XVIIIe siècle, notamment en Europe ? En partie, oui, effectivement, puisque la manière dont les Africains ont été déportés et réduits en esclavage se fonde sur la construction du racisme. Et donc l'idée que tout ce qui renvoie à l'Afrique, tout ce qui renvoie aux Noirs, est nécessairement inférieur et doit de ce fait être dominé, être civilisé et être discriminé. Et donc les militants panafricanistes du XVIIIe siècle vont se mobiliser précisément contre ces préjugés racistes et vont produire un ensemble d'œuvres intellectuelles, puis de combats révolutionnaires pour contester justement le racisme de l'époque et faire en sorte que l'on remette en avant justement l'existence de grandes civilisations négro-africaines comme la civilisation égypto-nubienne. Du coup, quel a été l'impact du combat anti-esclavagiste, de l'abolition progressive de la traite et de l'esclavage à partir du XVIIIe siècle dans le développement de l'idée panafricaniste ? Je dirais que c'est un combat, que ce combat contre l'esclavage a structuré des réseaux, des alliances entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, à la fois des alliances entre militants panafricains, mais également entre abolitionnistes blancs. Je pense notamment au cas de John Brown aux États-Unis, qui vont apprendre, je dirais, à politiser la question noire et en faire vraiment un enjeu de relations internationales, un enjeu de diplomatie très important, avec bien évidemment ce moment crucial de la révolution haïtienne, sur lequel on pourra revenir par la suite. Justement, dans le courant du XVIIIe siècle, vous notez plusieurs faits marquants dans votre livre et la révolution haïtienne de 1791. En quoi cette révolution est fondamentale pour le développement du sentiment panafricain ? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, Saint-Domingue, comme elle s'appelait à l'époque, en tant que colonie française, était la colonie la plus riche du Nouveau Monde.
Et c'est une colonie qui recevait énormément d'Africains mis en esclavage, qui venaient de différentes régions du continent africain, notamment ce qui correspond aujourd'hui au Bénin. Et au moment de la Révolution française en 1789, toute la question de l'esclavage est mise de côté. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais on ne parle pas d'abolition de l'esclavage. Et ce sont donc les esclaves africains qui vont se révolter, qui vont mener une révolution avec Toussaint Louverture, qui va forcer la France donc à proclamer la première abolition de l'esclavage et qui va faire également de Saint-Domingue la première révolte anti-esclavagiste qui ultérieurement, donc en 1804, va donner naissance à un État indépendant, Haïti. Haïti se crée au moment où Napoléon veut rétablir l'esclavage et donc Dessalines soulève les troupes africaines, vainc l'armée de Napoléon. Et lorsque l'indépendance d'Haïti est proclamée le 1er janvier 1804, c'est la première fois que, à l'extérieur du continent africain, nous avons un État contemporain qui existe encore aujourd'hui, qui est dirigé par des hommes et des femmes nés en Afrique et qui doivent organiser un État, un modèle politique et qui doivent également se positionner dans les relations internationales vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis de l'espace dans lequel ils sont, c'est-à-dire la Caraïbe. Et donc Haïti va être un peu la plateforme dans les Amériques du panafricanisme et le point de départ de beaucoup de militants panafricains qui, par la suite, iront un peu à travers le monde. On peut citer Anténor Firmin, qui écrira l'essai sur l'égalité des races humaines, ou Benito Sylvain, qui rejoindra donc les troupes de Ménélique II à la fin du 19e siècle. Alors nous reviendrons sur tous ces personnages dans le courant de cette série, mais tout d'abord pour revenir sur le personnage central de Toussaint Louverture. Alors parlez-nous un petit peu de lui et de son parcours. Alors Toussaint Louverture, il est le descendant d'un Africain originaire du royaume d'Alada au Bénin actuel et qui, en 1791, dans un contexte insurrectionnel, qui est lié notamment à une cérémonie, la cérémonie de Bois Caïman, va prendre le contrôle de troupes insurgées et mener en fait ces Africains à la libération, se battant d'abord contre les Espagnols, puis ensuite contre les Britanniques, et en obtenant donc Toussaint Louverture le statut de gouverneur de Saint-Domingue. Et en tant que gouverneur de Saint-Domingue, Toussaint Louverture va défier Napoléon en lui écrivant une lettre, le premier des Noirs au premier des Blancs, au premier des Français, qui va profondément irriter Napoléon et qui va amener Napoléon à lancer ce projet de rétablissement de l'esclavage, non sans avoir d'abord déporté Toussaint Louverture en France. Au fort de Joux, il mourra de froid. Et ensuite, en ayant enlevé Toussaint Louverture, il a fait en sorte que toutes les forces libératrices qui étaient présentes à Saint-Domingue vont se déchaîner et vont permettre à Dessalines de proclamer l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Donc Toussaint Louverture est vraiment une figure centrale de l'histoire politique du panafricanisme. Oui. Et il va faire l'objet ensuite d'ouvrages très importants de la part notamment de Sylar James et aussi de Aimé Césaire, qui écrira un livre sur Toussaint Louverture et la révolution coloniale. Donc au moment de l'indépendance d'Haïti, il y a vraiment un sentiment de fierté nationale qui touche un sentiment mondial. Un sentiment d'indépendance. Alors pas mondial, puisque c'est la première décolonisation de l'histoire de France et c'est la deuxième décolonisation des Amériques après les États-Unis d'Amérique. Donc c'est aussi une crainte vis-à-vis des vieux empires qui voient la capacité des Africains qu'ils pensaient incapables de se révolter, de prendre en main leur destin et surtout de penser différemment les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, tant et si bien que lorsque l'armée de Napoléon arrive à Saint-Domingue pour établir l'esclavage, elle se rend compte que les idéaux révolutionnaires qui avaient été promus en 1789 sont en réalité présents à Saint-Domingue, à Haïti, à travers ce peuple qui par la suite va porter soutien à Simón Bolívar, qui va ensuite libérer les colonies latino-américaines de la domination espagnole, ce qui fait que on aura dès cette époque des liens très forts entre le panafricanisme et le bolivarisme, ce qui explique aussi les liens très particuliers entre Haïti et le Venezuela. Merci beaucoup Hamzat Boukari Yabara. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous évoquons actuellement les racines historiques du panafricanisme. Nous avons parlé notamment de la libération d'Haïti. Hamzat Boukari Yabara, en 1787, la Sierra Leone devient la première terre de rapatriement depuis l'Angleterre de Noirs libres. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce fait historique ? Oui, alors c'est un fait historique qui démarre en fait en Angleterre en 1772. Il y a donc un planteur de la Caraïbe qui vient en Angleterre avec son esclave qui s'appelle Somerset. Et en fait, il y a une loi aussi valable en France qui disait que l'esclavage ne s'appliquait pas sur le sol de la métropole. Et donc cet esclave va intenter un procès à son maître qu'il va remporter.
Et à partir donc de ce procès, un certain nombre de Noirs vont gagner leur liberté sur le sol de l'Angleterre. Et donc des missions religieuses vont estimer que ces Noirs qui étaient libres, qui vagabondaient dans les rues de Liverpool, de Londres et de Manchester, serait mieux si on les renvoyait en Afrique. Et donc dans ce contexte-là, un certain nombre de missions religieuses protestantes vont lancer le projet de colonisation de la Sierra Leone dans l'idée de rapatrier ces Noirs qui étaient libres en Angleterre. Alors c'est un projet assez problématique puisque à la même époque, il existait encore des systèmes de traite et d'esclavage en Afrique de l'Ouest. Donc on renvoyait des Noirs qui avaient été rendus libres en Angleterre vers une zone, une colonie, la Sierra Leone, dans laquelle se pratiquaient encore des systèmes et des mécanismes de traite et d'esclavage. Donc bien évidemment, c'est un problème qui est lié au fait que toute l'histoire, je dirais, de l'abolition de l'esclavage a été liée souvent à l'histoire de la colonisation. Et donc le cas de la Sierra Leone en est le premier exemple. C'est après 1807 quand l'Angleterre donc abolit la traite et instaure en fait une police navale au niveau de l'océan Atlantique, qu'on va créer la capitale de la Sierra Leone qui s'appelle Freetown, qui veut dire en fait Libreville, dans laquelle on va rapatrier tous les Africains des bateaux arraisonnés au milieu de l'Atlantique. Et donc Freetown va devenir le point de ralliement d'Africains déportés d'un peu partout du continent africain, d'Angleterre, mais également de Nouvelle-Écosse, donc le Canada actuel, après les guerres qui avaient eu lieu dans cette partie du continent américain. Donc la Sierra Leone va être la première colonie britannique en Afrique et en même temps le premier point de rapatriement de Noirs issus de différentes parties et du continent africain et de la diaspora africaine. Alors comment se passe ce rapatriement depuis l'Angleterre ? Alors il se passe... Qui s'en occupe ? Qui l'organise ? Alors on crée en fait des sociétés auxquels on alloue des lopins de terre en Afrique ou qui achètent des lopins de terre en Afrique. Les Américains feront pareil un peu plus tard avec l'American Colonization Society. Et on met souvent, généralement, en place des projets agricoles qui, généralement, ne vont pas marcher, tout simplement parce que les premiers colons ne sont pas du tout préparés, je dirais, à faire autre chose que de la prédation. Et donc, les premières tentatives d'établissement de colonies en Sierra Leone seront des échecs. Ils seront repris un peu plus tard, au milieu du 19e siècle, dans une logique beaucoup plus, je dirais, militaro-administrative. Toujours au XVIIIe siècle, Hamzat Boukari Yabara, un mouvement Back to Africa se développe, notamment aux États-Unis. Effectivement, l'indépendance d'Haïti a fait beaucoup peur en fait aux planteurs et propriétaires blancs des États-Unis, qui craignaient en fait une révolte du même ordre que celle de la révolution haïtienne. Et donc beaucoup vont encourager également un peu comme au Sierra Leone, donc le rapatriement de Noirs libres vers un territoire qui va être acheté également dans le cadre d'une mission coloniale, donc qui deviendra par la suite le Libéria, dans lequel on va rapatrier un certain nombre d'Afro-Américains qui étaient libres. Et cette politique de rapatriement visait tout simplement à, je dirais, contrecarrer les volontés émancipatrices, abolitionnistes des Noirs aux États-Unis. Oui. Donc tout simplement, on se débarrassait du problème noir en créant une colonie afro-américaine, américaine au Libéria. Et ce projet de retour va également être très problématique puisque les Afro-Américains ramenés au Libéria, ils reviennent avec un sentiment de supériorité dans un certain sens, mais également contrôlés par des intérêts qui étaient également des intérêts colonialistes. Ouais. Et donc il y aura des affrontements entre les Afro-Américains rapatriés au Libéria pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs et les populations locales. Alors quel est l'impact de l'installation de ces populations dans ces deux pays, à la fois la Sierra Leone et le Libéria, l'impact dans les pays voisins, dans les régions voisines du continent africain? Alors l'impact, ce sont tout simplement l'établissement de circulation, c'est-à-dire que dès le départ, il y avait déjà des projets de retour qui étaient voulus par des Africains, mais qui ne disposaient pas nécessairement de la logistique. Oui. Et lorsqu'on introduit cette idée de Back to Africa, ce qu'on demande en fait, c'est que les puissances qui ont déporté, qui ont mis des moyens pour déporter des millions d'Africains vers les Amériques, eh bien mettent également des moyens pour ramener les personnes libres vers le continent africain. Donc tout cela crée en fait des réseaux, des circulations intenses entre l'Amérique du Nord, la Caraïbe et l'Afrique de l'Ouest, puis également à l'intérieur du continent africain, entre le Libéria, la Sierra Leone et d'autres espaces où les présences coloniales sont déjà présentes. Donc on a, je dirais, une occidentalisation
de l'Afrique de l'Ouest, qui va être très touchée notamment par les missions religieuses. Ouais. On a également la constitution d'une classe sociale de créoles, des Kriols et des Saros, en Sierra Leone et au Libéria. Et également l'introduction du christianisme et d'une certaine vision libérale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui va également dans le sens de l'abolitionnisme, mais non pas un abolitionnisme qui donnerait leur liberté aux Africains, mais un abolitionnisme qui prépare tout simplement les projets colonialistes sur lesquels la France, l'Angleterre, par la suite, vont notamment s'implanter. Et on voit dans votre livre que la diaspora afro-américaine a eu un rôle pionnier dans l'installation des populations noires à la fois au Libéria mais aussi en Sierra Leone. Oui, tout à fait, puisque cette diaspora afro-américaine était, je dirais, très liée en fait à la vision globale des États-Unis d'Amérique de l'époque, et donc ils vont bénéficier également de la logistique qu'avaient les Américains. Et également, je dirais, du contexte de la guerre de sécession dans les années 1860, où il y avait ce dilemme entre est-ce qu'on reste aux États-Unis et on combat pour la liberté aux États-Unis dans le but de s'intégrer, ou est-ce qu'on ne croit pas du tout à ce projet de rêve américain, et dans ce cas-là, on construit ce rêve africain qu'est le Back to Africa. Et donc cette communauté afro-américaine était vraiment au cœur du dilemme entre rester en Amérique et se battre pour avoir des droits en Amérique, ou au contraire rentrer massivement sur le continent africain en y apportant aussi un certain nombre de talents, de capacités et de moyens dans le but d'émanciper l'Afrique, mais là encore sur des visions peut-être beaucoup plus occidentaliste que finalement panafricaniste. Le Libéria obtient son indépendance en 1846. Est-ce que cet événement renforce le sentiment aux États-Unis d'un retour en Afrique pour de nombreux Afro-Américains? Alors, le Libéria obtient son indépendance avec un drapeau qui est calqué sur celui des États-Unis. D'ailleurs, on l'appelle la Lone Star, donc l'étoile un peu isolée. Et cette indépendance va être très problématique puisque le Libéria sera gouverné pendant très longtemps, jusque dans les années 80, par des descendants d'Afro-Américains. Et donc se poser finalement la question des rapports entre les rapatriés et les populations locales. Et je pense que c'est un peu tout l'enjeu du panafricanisme, comment concilier toutes ces personnes qui veulent revenir sur le continent africain et les réalités même du continent africain sans engendrer d'autres types de divisions ou d'autres types de domination. Donc le Libéria est un laboratoire, mais il faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, on ne souhaitait pas que ce projet de retour fonctionne et donc les moyens n'ont pas été donnés aux Africains pour qu'ils soient, je dirais, à la direction de ce projet de rapatriement au Libéria. Alors, comment se passe l'arrivée sur place au Libéria? Parce que vous avez évoqué en fait que les populations africaines locales ne voyaient pas forcément d'un bon œil l'arrivée des Afro-américains. Effectivement, puisque les Afro-américains venaient sur place et s'emparaient de terres qu'ils estimaient libres et vierges et disponibles, sans se soucier non plus du mode de vie des populations. Ils introduisaient également une vision occidentale, chrétienne, civilisationniste, très condescendante vis-à-vis des traditions africaines. Et donc, nécessairement, cela ne pouvait que créer des tensions. Et d'autre part, les Afro-Américains ne venaient pas réellement pour travailler les terres. Ils venaient dans des logiques commerciales qui les amenaient justement à embaucher les populations locales et à les embaucher à des conditions dignes en fait du système néo-esclavagiste ou capitaliste. Donc forcément, va se créer une caste d'Afro-Américains qui va dominer sociologiquement, économiquement et politiquement le Libéria pendant un siècle et demi. Hamzat Boukari Yabara, historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous évoquons depuis le début de la semaine les racines historiques du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara, on a parlé de plusieurs pays, Haïti, la Sierra Leone, le Libéria. Il y a un autre pays qui occupe une place privilégiée dans la formation de la pensée panafricaine, c'est l'Éthiopie. Oui, tout à fait. L'Éthiopie, d'une part parce que c'est la seule nation qui n'a jamais été colonisée sur le continent africain. L'Éthiopie a toujours gardé son indépendance. Et d'autre part, l'histoire de l'Éthiopie s'inscrit vraiment dans une longue lignée, dans une longue durée, qui est extrêmement importante dans la manière dont ce pays, ce territoire va être mythifié et fantasmé. Lorsqu'on parle de l'Éthiopie, on fait référence donc à toute une lignée biblique, toute une histoire biblique, qui fait que pour un certain nombre d'Africains mis en esclavage, notamment dans les colonies britanniques, ils étaient amenés à lire la version de la Bible du roi Jacques, une version protestante, dans laquelle l'Éthiopie était régulièrement mentionnée
comme la terre de rédemption. Et très rapidement, donc ces Noirs américains et caribéens vont créer un mouvement religieux qui va prendre le nom de l'éthiopianisme, Oui. qui sera fondé par un esclave jamaïcain qui s'appelait George Lill, qui ensuite ira aux États-Unis. Donc ce mouvement va en fait repenser totalement le récit biblique en faisant de l'Éthiopie la terre promise, la terre de rédemption, la terre de libération. Et donc c'est extrêmement important la manière dont les Africains déportés dans les Amériques, venant de différents territoires du continent africain, venant d'un continent qui n'avait pas forcément la vision de sa globalité en tant que continent, vont projeter leur rêve de retour à travers le récit biblique en se définissant eux-mêmes comme le véritable peuple élu et voir en l'Éthiopie justement cette terre promise. Et donc l'éthiopianisme va être ce courant religieux, ce courant millénariste, comme on dit, qui va permettre à des millions et des millions d'Africains en esclavage de résister, également de nourrir des projets de libération. Et pour eux, l'Éthiopie, c'est la terre promise. C'est effectivement la terre promise, c'est la terre de rédemption, c'est un espace qu'ils imaginent de manière, symbolique, comme le lieu où tous les Noirs du monde entier doivent trouver protection et miséricorde. Et ce qui est extrêmement important et intéressant, c'est que l'éthiopianisme va permettre un certain nombre de révoltes dans le contexte donc des États-Unis. Je pense notamment à un personnage qui s'appelle David Walker, qui était un abolitionniste noir américain, mais également un activiste noir américain, qui appelait donc à une révolte et qui disait dès cette époque-là que viendra un moment où les premiers deviendront les derniers deviendront les premiers, en faisant référence aux noirs et aux blancs. Et dans l'appel il faisait constamment référence à l'Éthiopie. Donc le nom de l'Éthiopie, la référence à l'Éthiopie devient presque en fait un cri de ralliement et un appel à la guerre et à l'insurrection. Et donc, quand en 1896 survient la fameuse bataille d'Adwa, où l'Éthiopie de Ménélik II remporte une fantastique victoire contre l'Italie et préserve son indépendance, cette nouvelle fait le tour du monde et elle arrive aux oreilles des militants afro-américains qui vont à ce moment-là remplacer l'Éthiopie biblique, l'Éthiopie symbolique, par l'Éthiopie physique, l'Éthiopie politique du royaume incarné par Ménélik II. Et donc c'est un élément qui est très important puisque c'est à partir de ce moment-là, 1896-1897, que beaucoup de Noirs américains vont commencer notamment à prendre des noms africains, notamment des noms éthiopiens. Et donc cette identification à l'Éthiopie, elle est symboliquement, politiquement, culturellement très forte et passe donc par l'éthiopianisme, et passe par la résistance incarnée par Ménélik II, et passe par l'idée que l'Éthiopie est la terre de retour pour des Noirs du monde entier. Alors racontez-nous cette bataille d'Adwa en 1896 qui a vu donc la victoire du souverain éthiopien de l'époque, Ménélik II. Effectivement, alors l'Éthiopie faisait l'objet des convoitises de l'Italie. Donc l'Italie fait partie des jeunes nations qui veulent se lancer dans la conquête coloniale, un peu comme l'Allemagne, donc autour de la conférence de Berlin en 1885. Et l'Éthiopie l'Italie a donc des visées donc sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique orientale, et elle tente donc une première attaque en 1885 qui sera couronnée par une défaite en 1887, la bataille de Dogali, au terme de laquelle l'Éthiopie va néanmoins concéder des droits sur l'Érythrée. Donc c'est à ce moment-là que naît la problématique de l'Érythrée, et des traités de paix seront signés par la suite. Et donc en 1895, l'Italie va relancer en fait la bataille, la guerre contre l'Éthiopie de Ménélik II, qui va armer donc une troupe extrêmement importante de plus de 70 000 hommes et femmes. Et donc le 1er mars 1896, ce sera donc la date de cette fameuse bataille d'Adwa, au cours de laquelle donc l'armée italienne sera totalement laminée par les troupes éthiopiennes, qui étaient notamment conduites par l'impératrice Taitu Betoul, qui avait juré de faire la guerre aux Italiens. Autant la position de Ménélik II était une position de souverain diplomatique, autant celle de l'impératrice Taitu Betoul était qu'il fallait faire la guerre aux colonisateurs et ne leur laisser aucun bout de terre. Donc c'est extrêmement important de voir en fait comment l'Éthiopie incarne à travers cette victoire militaire le sentiment de puissance africaine, et comment cette nouvelle, en arrivant aux oreilles d'un personnage comme Benito Sylvain, militant haïtien de la fin du 19e siècle, va l'amener à décider de se rendre
à la cour du roi Ménélique II, à lui demander audience et à lui expliquer tout simplement qu'à la fin du 19e siècle, il n'y a que 3 États dans le monde gouvernés par des Noirs. C'est l'Éthiopie, c'est Haïti, dont on a déjà parlé, c'est le Libéria, dont on a déjà parlé. Oui. Et donc, il suggère à Ménélique II de mettre en place une union de ces 3 États-là pour protéger les Noirs du monde entier. Et donc, c'est d'une certaine manière le point de départ de l'idée politique du panafricanisme, Oui. dans le sens, on va dire, d'unification, de réunification de plusieurs États dans le cadre des relations internationales. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, notamment, que va naître toutes les correspondances et les échanges qui donneront lieu 4 ans plus tard à la fameuse conférence panafricaine de Londres de 1900. Oui. Alors cette bataille d'Adwa en 1896, cette résistance éthiopienne face aux troupes italiennes a eu un impact considérable pour les Noirs du monde entier, afro-américains et du continent africain également. Oui, alors en Afrique, elle a eu un impact très important. Alors il faut savoir que Ménélique II, quand il arrive sur le trône en 1889, il s'est déjà imposé par rapport à d'autres rivaux. Il étend les frontières de l'Éthiopie, il conquiert un ensemble de royaumes autour de l'Éthiopie et son objectif, c'est d'établir un glacis protecteur autour de l'Éthiopie qui n'est entouré en fait que de nations colonisées en fait par les Européens. C'est-à-dire que les voisins de l'Éthiopie, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, etc. Et donc lui, il veut protéger son territoire. Donc les liens avec le reste du continent africain sont assez, je dirais, ténus. À la même époque, les empires africains, les royaumes africains sont tous vaincus par les armées coloniales, que ce soit Samori Touré au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, Bianza au niveau du Dahomey, Shaka Zulu un peu plus tôt en Afrique australe. Et donc la particularité de Ménélique II, c'est d'avoir soudé autour de l'anticolonialisme la nation éthiopienne et surtout d'avoir formé une armée moderne avec des services de renseignement qui lui ont permis de détecter que les Italiens étaient en train de mobiliser pour lui faire la guerre. Et donc, c'est ces éléments-là qui font, je pense, la spécificité de l'Éthiopie de cette époque-là et qui vont amener ce pays à jouer, je dirais, un rôle très important dans le cadre, je dirais, de la mobilisation panafricaine dans la suite du XXe siècle. Est-ce que Ménélique II a conscience que cette bataille a une importance considérable et fait de son pays un exemple pour de nombreuses personnes, de nombreux Afro-Américains et d'habitants et de régimes sur place sur le continent? Absolument, déjà sur le continent africain, parce qu'à l'exception de l'Éthiopie, tout le reste du continent africain passe sous domination coloniale. Oui. Donc on a une nation qui maintient et qui affirme son indépendance et qui la relie donc à la dynastie salomonide, dans laquelle Ménélique II va précisément s'inscrire. Et ensuite, pour les Afro-Américains, ça devient, je dirais, une terre d'escale, une terre dans laquelle ils peuvent s'établir, dans laquelle ils peuvent mener des projets. Et donc, dans les projets de modernisation de l'Éthiopie, on verra par la suite arriver un certain nombre d'Afro-Américains qui mettront leur talent au service de l'Éthiopie, comme on en verra par la suite au lendemain des indépendances africaines des années 60, venir également mettre leur talent au service des États africains indépendants. Unir l'Afrique, le nouveau rendez-vous sur Africa Radio cet été avec nous Hamzat Boukari Yabara, historien, docteur à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Nous poursuivons donc notre parcours concernant les racines historiques du panafricanisme. Hamzat Boukari Yabara, vous dites dans votre livre que la naissance du panafricanisme marque le grand retour des Africains dans l'histoire intellectuelle et politique des relations internationales. Oui, tout à fait. Comme nous l'avons vu précédemment, le 19e siècle a permis à travers Haïti, le Libéria et l'Éthiopie à des Africains de continuer à être présents de manière indépendante dans les relations internationales, dans cette période qu'on appelle la période contemporaine. Et à partir donc de 1900, c'est-à-dire à un moment où l'esclavage est aboli, mais le colonialisme se met en place et s'installe notamment sur le continent africain, eh bien la question de l'émancipation des Noirs du monde entier se pose de manière encore plus cruciale, puisqu'au XIXe siècle, on s'est battu pour se libérer de la domination esclavagiste. Et au XXe siècle, on constate que la terre d'origine, le continent africain, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria, est passé sous domination intégrale des puissances coloniales. Et donc, il faut repenser la place des Africains dans ce système international qui va, tout au long de ce XXe siècle, se structurer, comme nous le verrons, à travers des institutions comme la Société des Nations, puis les Nations Unies. Donc, comment le panafricanisme
va proposer son propre système international. C'est un peu l'histoire justement de ces conférences et congrès panafricains qui vont se dérouler tout au long du XXe siècle et qui iront jusqu'à aujourd'hui l'Union africaine. Effectivement, donc la mise en place du projet panafricain s'effectue dès le début du XXe siècle avec une série de congrès. Alors la première conférence panafricaine a lieu à Londres en 1900. Alors tout d'abord, pourquoi Londres ? Alors Londres, tout simplement parce qu'en 1900, c'est la capitale du monde. On est à la fin du règne de l'impératrice Victoria. Et Londres est la capitale du monde. Et cette conférence a lieu peu après une exposition universelle qui avait lieu donc à Paris. Et donc on s'était arrangé pour que les personnes qui viendraient invitées à Paris puissent ensuite rallier Londres, où il y avait également une autre conférence prévue pour mettre en place donc cette grande réunion, la première conférence panafricaine de l'histoire en tant que telle, au cours de laquelle des délégués venus de la Caraïbe, venus du continent africain, venus d'Amérique du Nord, mais également venus d'Europe, mais représentant des territoires africains, vont se retrouver à Westminster Hall, donc à Londres, pendant 3 jours pour aborder, pour la première fois, tous ensemble, la question de la condition noire de manière générale dans le monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dont le but de produire un mémorandum auprès de la reine Victoria pour qu'elle prenne un certain nombre de mesures, notamment vis-à-vis des politiques d'apartheid qui apparaissaient déjà en Afrique du Sud. Alors, vous avez parlé de délégation. Alors, qui sont ces personnes qui assistent à ces congrès ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, des responsables politiques, associatifs déjà dès l'époque ? On trouve effectivement des militants et des intellectuels. Donc, le cas de Benito Sylvain, donc l'aide de camp de Ménélique II, qui va être la cheville structurante de cette conférence. On trouve également Alexander Walters, qui est un évêque, donc un homme d'église. Donc les églises noires sont très importantes dans l'histoire du panafricanisme parce qu'elles apportent toute l'infrastructure économique et sociale. Et elles sont également des lieux de formation politique, des lieux d'éducation politique. On trouve également un grand intellectuel noir américain, W.E.B. Du Bois, dont on parlera par la suite, qui va être le rédacteur de la déclaration finale qui s'intitule « L'appel aux nations » du monde, dans lequel il explique que le grand problème du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur et de ce qui nous est permis de faire selon que l'on soit de tel ou tel côté de cette ligne. Il y aura également donc des délégués venus du Ghana, enfin la Gold Coast de l'époque, de Trinidad et Tobago, également du Canada, et aussi un certain nombre de militants, d'étudiants qui étudiaient donc notamment à Londres ou à Paris, qui feront le déplacement pour cette conférence panafricaine. Alors, quelles sont les résolutions qui sont adoptées lors de cette conférence ? Alors, il y a plusieurs résolutions qui sont prises. Il y a donc déjà l'idée de créer une association, l'association panafricaine, établie à Londres. Également de mettre en place donc un journal Pan-African et également donc de demander un certain nombre de mesures auprès de la reine Victoria. Alors ces mesures vont être élaborées par le personnage central de cette conférence panafricaine qui s'appelait Henry Sylvester Williams, qui était un avocat et qui avait décidé notamment de se mobiliser auprès des Africains qui voulaient porter plainte contre le fait que leurs terres étaient volées. Et donc dès le départ, il y avait cette idée de récupérer les terres qui avaient été spoliées aux Africains et d'établir, je dirais, des lois autour de la terre, autour du travail, pour faire cesser réellement l'esclavage qui perdurait sous d'autres formes sur le continent africain. Ouais. Il y avait également le projet donc d'organiser une série de conférences tous les 2 ans par la suite, mais ça n'aura pas lieu du fait notamment de la difficulté de trouver des moyens économiques. Et enfin, donc un certain nombre de points qui étaient soulevés sur la situation des Noirs donc en Afrique du Sud, au Congo, mais également aux États-Unis d'Amérique. Alors comment ce congrès et les résolutions adoptées ont été accueillis par les dirigeants mondiaux, notamment dirigeants britanniques, français et américains, pour ne citer que pour l'instant? Alors, pour le cas de l'Angleterre, ce sera malheureusement un coup d'épée dans l'eau, puisque la reine Victoria va décéder peu après cette conférence panafricaine, sans avoir pu formuler une véritable réponse aux doléances qui lui avaient été soumises, mais visiblement, son assistant personnel avait pris note qu'elle souhaitait y répondre. Donc, les doléances n'aboutiront pas. Dans le cas des autres puissances coloniales, elles vont regarder cette conférence de manière assez curieuse, assez condescendante, en disant tiens, c'est curieux,
il y a des Noirs qui se réunissent entre eux comme ça en Angleterre pour parler d'un nouveau concept panafricain. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc quand on lit en fait les notes de l'époque, les archives de l'époque, notamment la manière dont cette conférence était présentée dans les journaux, c'était présenté comme quelque chose de curieux, des personnes un peu bizarres qui décidaient de se réunir pour parler de l'Afrique et parler de la condition des Noirs à une époque où effectivement ça n'allait pas de soi. Et ce traitement montre justement à quel point cette conférence panafricaine, ce projet panafricain était en soi quelque part révolutionnaire. Et comment, justement, on a parlé des pays occidentaux, mais comment, par exemple, sur le continent africain, cette conférence a été accueillie et interprétée, et même auprès des populations afro-américaines? Alors, au niveau du continent africain, il y a eu des délégués qui étaient présents, donc qui sont revenus sur le continent africain, qui ont tenté, je dirais, d'élargir le cercle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 1900 et 1919, la mayonnaise, entre guillemets, ne va pas prendre. Parce que la plupart des porteurs du projet vont décéder ou disparaître. Benito Sylvain dès 1911. Et il n'y aura pas, je dirais, de relève avant l'après-Première Guerre mondiale. Donc cette conférence panafricaine, elle est un peu invisibilisée dans l'histoire du panafricanisme. Et c'est réellement à partir de 1919 qu'on va rentrer vraiment dans une dynamique de congrès réguliers avec les congrès de 1919, 21, 23, 27, puis 45, où il y a un agenda qui va être beaucoup plus soutenu. Donc la conférence panafricaine de 1900, c'est un peu un premier essai qui pose vraiment les jalons, qui pose vraiment les grands enjeux, la lutte contre le racisme, le colonialisme, l'accaparement des terres, etc. Mais c'est réellement à partir de 1919 que la dynamique va prendre et sur le continent africain et dans les diasporas. Alors, il y a effectivement un congrès à Paris en 1919 et à Manchester en Grande-Bretagne en 1945. Est-ce que vous diriez que durant ces congrès, le panafricanisme s'inscrit définitivement comme mouvement politique? Tout à fait, puisqu'on est au lendemain de 2 guerres mondiales et on est à un moment où la carte du monde, la carte des rapports géopolitiques est en train de se reconfigurer. Donc après 1918, donc Du Bois et Garvey, dont on pourra parler plus tard, disait très clairement qu'il voulait que la question africaine soit posée lors des négociations, lors des différents traités, et qu'on donne en fait aux Africains, aux Afro-Américains, le contrôle d'un de leurs territoires pour qu'ils puissent s'auto-gérer et s'auto-déterminer. Ce sera le cas également après la Seconde Guerre mondiale, puisque dans le cas de l'après-Seconde Guerre mondiale, on va rentrer vraiment dans le cas du Congrès panafricain de Manchester, dans une logique anticolonialiste. Donc les 2 congrès de 1919 et 1945 posent réellement le panafricanisme comme un élément central des relations internationales. Et ce qui est dommage, c'est que cette histoire des congrès panafricains, elle est absolument invisibilisée dans les livres d'histoire des relations internationales. Quand on apprend les traités de Sèvres, de Versailles, la charte de San Francisco, on ne parle absolument pas de ce qui se passait du point de vue des panafricanistes. Et donc c'est très important d'en parler aujourd'hui. Unir l'Afrique est votre nouveau rendez-vous d'été sur Africa Radio. Avec nous, Hamzat Boukari Yabara, historien et docteur à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte. Et vous disiez, Hamzat Boukari Yabara, que durant la période 1919 à 1945, date du congrès panafricain de Manchester, durant cette période, le panafricanisme s'inscrit définitivement comme mouvement politique. Oui, tout à fait, puisque les congrès vont amener les militants panafricains à aller à la table des grands rendez-vous. Donc, dans le cadre du congrès de 1919, Du Bois demande à la délégation présidentielle américaine d'avoir une place dans la délégation officielle pour y aller, pour plaider la cause de l'Afrique. Donc, dans le courant de la Première Guerre, il avait notamment lu un livre d'un historien qui s'appelle Benjamin Brawley, The War in Africa, qui expliquait notamment que l'enjeu de la Première Guerre mondiale, et d'ailleurs aussi de la Seconde Guerre mondiale, quelque part, c'est le contrôle de l'Afrique. Si l'Allemagne prend le contrôle de l'Europe, eh bien, elle s'empare de facto des colonies africaines de ses rivaux européens. Et donc, pour Du Bois, la question de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, et aussi pour Garvey, pose la question du sort des colonies qui étaient détenues donc par l'Allemagne. Donc le sud-ouest africain, actuel Namibie, le Tanganyika, actuel Tanzanie, Rwanda, Burundi, et également donc le Cameroun et le Togoland. Et donc il voulait aller à ce congrès panafricain de 1919 pour réclamer que la Société des Nations qui soit mise en place
plutôt que d'élaborer des systèmes de mandats qui donnent à la France et à l'Angleterre le contrôle des colonies allemandes, eh bien mettent en place un système permettant aux Africains de s'autodéterminer sur ces territoires-là et de bénéficier de la tutelle afro-américaine. Alors, la proposition de Du Bois d'être dans la délégation officielle est refusée, donc il va réussir à arriver néanmoins à Paris en se faisant passer pour un journaliste. Il va obtenir un visa. Arrivé à Paris en février 1919, il rencontre la veuve de l'éditeur Kalman Levy, qui lui prête un salon dans le quartier de l'Opéra. Et avec Blaise Diagne, le député du Sénégal, ils vont organiser donc le premier congrès panafricain. Alors Blaise Diagne avait été envoyé par Clémenceau pour surveiller Du Bois, parce qu'il y avait une crainte de la part des Français de voir derrière Du Bois en fait des intérêts américains se positionner sur les colonies françaises. Et donc lors de ce premier congrès panafricain, on met en place une structure, on met en place un bureau et on décide de se donner rendez-vous de manière régulière pour étudier un peu l'avancée des questions et des doléances vis-à-vis des revendications qui avaient été posées à cette époque-là, qui sont des revendications, on va dire, plutôt libérales, plutôt progressistes, mais pas fondamentalement révolutionnaires. Il s'agit de donner plus de droits aux Africains, de leur donner un accès à l'éducation, etc. Alors, en 1921, il y a un deuxième congrès qui va avoir lieu sur 3 villes européennes, à Londres, avec le soutien notamment des travaillistes britanniques, à Bruxelles, avec également le soutien des socialistes, notamment la mouvance internationaliste, et à Paris. Ce qui est très important, c'est que entre 1919 et 1921, le panafricanisme va être amené aussi à échanger avec un autre mouvement qui est apparu et qui a pris une ampleur très importante à ce moment-là, qui est le communisme. Et donc, il y a la crainte de la part des puissances coloniales que le panafricanisme soit quelque part un bras armé, un bras anticolonial du communisme. Est-ce que vous diriez que c'est à ce moment-là que les dirigeants occidentaux regardent d'un peu plus près ce mouvement panafricaniste ? Ils le regardent d'un peu plus près. Vous avez cité Clémenceau précédemment. Est-ce que c'est vraiment il y a un changement d'attitude de la part des dirigeants occidentaux vis-à-vis de ce mouvement ? Il y a un changement d'attitude parce qu'on voit que il y a quelque chose qui s'organise, il y a des revendications qui font jour, il y a une élite que l'on croyait assimilée mais qui est finalement capable de contester l'ordre colonial, qui se donne rendez-vous, qui a les moyens d'organiser des congrès parce que tous ces congrès sont autofinancés, il n'y a pas de puissance extérieure qui les finance. Et donc, du coup, les puissances coloniales et les États-Unis d'Amérique qui sont également confrontés au problème noir, à la question de la ségrégation, regardent avec suspicion les différents congrès qui ont lieu à ce moment-là. Ils le regardent avec d'autant plus de suspicion qu'ils sont persuadés qu'il y a derrière ces panafricanistes la main de Moscou. Et donc, dans les années 1920, il y a un certain nombre de militants noirs, américains, mais également africains et caribéens qui vont graviter dans les différents espaces panafricanistes, communistes, mais également garvéistes, et qui vont constituer une forme d'international noir. Ce qui est important, c'est que les congrès panafricains, ils permettent de fixer des agendas, ils permettent de donner une visibilité à une situation à un instant T. Et donc, lors du deuxième congrès qui a lieu donc sur les 3 villes, lors de la dernière séance qui a lieu à Paris, il y a un vote de motion qui avait été présenté donc à Londres, à Bruxelles et à Paris. Et lors de ce vote-là, les francophones autour de Blaise Diagne vont faire une sorte de coup d'État. C'est-à-dire qu'ils vont attendre le moment de la pause où tous les militants, notamment anglophones, étaient partis prendre le café pour voter les motions et voter évidemment la motion, je dirais, la plus réactionnaire, la moins radicale. Et lorsque les militants comme Du Bois vont revenir dans la salle de délibération... cette motion, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette motion ? Bon, en gros, c'était une motion qui expliquait que il ne fallait pas demander notamment il ne fallait pas demander il ne fallait pas utiliser le terme de self-government. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler d'autonomie vis-à-vis des colonies africaines et qu'il ne fallait pas non plus revendiquer trop de droits par rapport, je dirais, à ce que pouvait proposer le modèle colonial. Donc, en fait, c'est une motion qui vidait le panafricanisme de sa substance, on va dire, progressiste, qui maintenait ce courant dans une dimension purement culturelle et assimilationniste. D'accord. Et donc, lorsque Du Bois voit ce qui s'est passé, il comprend qu'il faut rompre avec les représentants francophones de ce dit mouvement parce qu'ils sont beaucoup trop liés à la vision assimilationniste de l'État français. Et donc, le 3e congrès qui aura lieu en 1923
lui va se dérouler donc à Londres et à Lisbonne. Et donc, on va voir rentrer donc les militants de l'Afrique dite lusophone, mais également des Afro-Brésiliens qui arrivent également avec leurs problématiques. Et parmi leurs problématiques, on va trouver notamment la demande de porter des armes. C'est-à-dire qu'ils demandent le droit de s'armer pour se défendre par eux-mêmes. Ils demandent également le droit à ce que les tribunaux, dans les jurés, on mette aussi des Africains, à être jugés par des Africains. Et donc, tous ces éléments-là montrent aussi comment on conteste les formes régaliennes de l'ordre colonial. Le 4e congrès aura lieu donc en 1927 à New York. C'est un congrès qui est très important parce que il est totalement organisé par des femmes. Ce sont 10 femmes qui l'ont totalement organisé et financé. Et ce sont des réseaux de femmes qui étaient notamment liés aux infirmières noires américaines de la Première Guerre mondiale, qui avaient suivi donc les Noirs durant les combats sur les différents terrains de combat et qui avaient en fait gardé les adresses d'un peu tout le monde. Et donc, qui avaient constitué un vaste réseau de correspondance qui permettait également de lever des fonds. Et donc, ce sont ces femmes-là qui ont organisé le 4e congrès panafricain de 1927, dans lequel va venir aussi un riche planteur originaire du Ghana. Et autour de ce 4e congrès, on va débattre de la dimension idéologique du panafricanisme. Est-ce qu'il doit être dans une ligne, entre guillemets, petit bourgeois, communiste, révolutionnaire, radical? D'accord. Le 5e congrès devait avoir lieu en 1929. Pour la première fois en Afrique, il devait avoir lieu à Tunis, parce qu'on avait estimé que Tunis était la ville la plus adaptée pour réunir les Africains du continent africain, les Africains qui sont en Europe et les Africains qui sont dans les Amériques. Elle est à équidistance de tout ce monde noir au final. Mais la crise de 1929 fait que les personnes qui avaient l'habitude d'autofinancer ces mouvements-là n'auront plus les mêmes capacités financières. Et donc ce 5e congrès n'aura pas lieu. Il sera reporté à l'après-Seconde Guerre mondiale, le congrès de Manchester, au cours duquel Du Bois va présider l'une des sessions et Nkrumah va apparaître à ce moment-là dans le paysage du panafricanisme et va opérer la synthèse entre tous les courants qui s'étaient développés dans les Amériques et ce que lui envisage de faire vers le continent africain, c'est-à-dire libérer le continent africain de la domination coloniale et procéder à l'unification la plus rapide possible des territoires libérés du colonialisme. Donc, ce qu'on peut dire de ces congrès panafricains, c'est qu'ils donnent vraiment un squelette, un chemin de fer, un fil conducteur à l'histoire du panafricanisme et ils permettent de voir également quelles sont les avancées et les reculs de ce mouvement. Merci Hamzat Boukari Yabara. Vous êtes l'auteur, rappelons-le, d'Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte.